Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine où on va essentiellement parler de l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, mais aussi de la conjonction Vénus-Uranus qui aura lieu vendredi 4 juillet. Il y a quelque chose d'intéressant que je vais essayer de tisser avec vous en lien avec les potentialités ou les possibles qui peuvent s'ouvrir, en sachant toujours que je vais vous partager des prismes d'interprétation, hein, et que l'archétype est ce qu'on appelle multivalent. Je pense qu'on peut traduire comme ça en français. Donc, il y a quelque chose où il peut y avoir d'autres significations que de par mon propre biais, je n'ai pas forcément évoqué. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant. Uranus est la première, on pourrait dire, planète découverte par la modernité. En tout cas, dans la tradition hellénistique, le système solaire s'arrêtait à Saturne, hein. Et lorsqu'on a découvert Uranus, d'ailleurs grâce à un télescope, hein, on verra que beaucoup des informations pour essayer d'utiliser Uranus astrologique est liée aussi au contexte de sa découverte. Donc beaucoup d'entre nous savent peut-être que c'est lié aux révolutions, à la découverte aussi de ce qui conduit l'électricité, à énormément d'avancées technologiques. Donc c'est pour ça qu'on a associé Uranus à cette idée de libération, à cette idée aussi de révolte en lien avec les révolutions. Mais lorsqu'on lit la mythologie, hein, comme j'aime le faire avec Uranus, quelqu'un qui s'appelle Richard Tarnas aux États-Unis a montré que finalement l'interprétation qu'on fait d'Uranus en association mythologique est quand même beaucoup plus proche de la figure prométhéenne, donc de Prométhée, celui qui va voler le feu aux dieux pour pouvoir illuminer l'humanité. Et on verra d'ailleurs que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, le fait qu'Uranus rentre dans le signe des Gémeaux, où le Gémeaux, c'est un signe qui cherche aussi à relier l'humain et le divin par le verbe. Et là, on a quelque part aussi une figure prométhéenne, puisque dans ma lecture de ce que je veux vous présenter, c'est beaucoup plus l'approche de Prométhée. Donc Prométhée, c'est celui qui voit avant. Donc on retrouve aussi le côté visionnaire associé à l'objet céleste Uranus, hein. Là, je vais associer mythologiquement à la figure prométhéenne. On va retrouver l'idée de transgression, puisqu'il transgresse un interdit et il inverse aussi quelque part l'ordre des dieux et des humains, hein. Et si vous lisez un petit peu le mythe de Prométhée, on sait aussi qu'il y a une énorme souffrance, hein, puisqu'il sera ensuite attaché sur le mont Atlas et son foie sera dévoré sans cesse par un aigle qui se régénérera à chaque fois. Donc, il y a le renouvellement de la souffrance. On peut aussi, je trouve, tisser des fils et poser des questions sur Uranus en Gémeaux, qui sans doute a une promesse au niveau technologique, au niveau des innovations, au niveau de la santé mentale, de nous libérer quelque part d'une forme d'enchaînement aux Gémeaux, à la dualité, au doute, mais peut-être aussi nous interroger sous la souffrance qui vient avec l'éveil de la conscience, avec l'accès à de plus en plus d'informations. Donc c'est un petit peu ce que je veux tisser avec vous. Et puis il y a aussi une autre dimension, c'est dans le mythe de Prométhée, qui est très lié à la boîte de Pandore, hein, c'est-à-dire que son frère Épiméthée, j'allais dire, pour se venger, il y a un test qui est fait, et Épiméthée, qui est celui qui pense après coup, hein, Luc Biget l'a très justement dit, qu'on est une société très prométhéenne, et que la plupart d'entre nous, on pense après coup, hein, on n'est pas comme Prométhée de voir avant, et forcément, dans la boîte de Pandore, tous les maux de l'humanité sont lâchés sur la Terre, et enfermé dans la boîte reste pourtant l'espérance. Donc il y a énormément de façons d'interpréter bien sûr ce mythe aussi selon vos résonances, mais on sent voilà, qu'il y a quelque chose, en tout cas dans le signe des Gémeaux, où Uranus va rentrer le 7 juillet, jusqu'à peu près début novembre. Ensuite, il va revenir dans le signe du Taureau pour rentrer définitivement en Gémeaux, pardon, le 26 avril 2026. Donc là, ce qui est intéressant d'un point de vue astrologique et symbolique, c'est qu'on est dans le début. Donc on a quelques mois pour pouvoir observer, pouvoir corréler, pouvoir relier le haut et le bas et regarder un petit peu ce qui peut être de cette nature, de ce qui va amener en termes de changement, d'inattendus et de surprises. Ce que je trouvais intéressant quand on essaye de tisser du sens dans les cycles des cycles et dans toute la cohabitation de ces sphères planétaires, c'est que juste avant de passer dans le signe des Gémeaux, Vénus va faire sa conjonction à Uranus dans le signe des Taureaux. Donc on a eu Uranus en Taureau depuis 2018, hein. Donc souvent, Uranus, on a tendance aussi à dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Uranus, il peut venir aussi inverser la façon dont on vit le signe.
Alors, je m'explique, c'est un peu plus facile avec le taureau parce qu'il y a quelque chose un peu de contre-intuitif. Uranus, la planète de la libération dans un signe qui cherche la sécurité de la forme, bah justement, Uranus en taureau, pour beaucoup d'entre nous qui, comme moi, peut-être ont du taureau, il est venu nous amener à ce détachement, à trouver une autonomie dans notre sécurité intérieure, la façon dont le taureau avait besoin de se sécuriser, que ce soit dans le corps, dans les possessions matérielles, ou aussi inverser peut-être la façon d'avoir envie de vivre nos économies, nos styles de vie, le rapport à l'argent, le rapport aux ressources, le rapport aux dons, le rapport à la terre, avec comme toujours les ombres uraniennes qui sont, on pourrait dire, l'appauvrissement des sols, le dérèglement aussi, quelque part, taureau de Gaïa, et on a vu aussi tout ça. À proprement parler, l'entrée d'une planète dans un signe, surtout pour la tradition moderne, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de régences qui sont attribuées, hein. Uranus en Gémeaux, on verra que on a tendance à dire que Mercure, qui est le régent céleste des Gémeaux, et Uranus sont en octave, c'est-à-dire que Uranus serait l'octave supérieure de Mercure parce qu'il va représenter ce principe de l'intelligence, ce principe abstrait de la connaissance, hein. Donc, il y a sans doute un lien où on peut, en tout cas, faire l'hypothèse que c'est peut-être un peu plus favorable, mais comme toujours, c'est toujours difficile, surtout qu'on est quand même sur des images archétypales, il y a toujours un côté ombre et un côté lumière, hein. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, hein. Et justement, ce que j'ai aussi la sensation avec Uranus en Gémeaux, c'est que Uranus étant la pensée fulgurante, il y a aussi cette envie de nous libérer de cette forme de ping-pong et de dualité ou de représentation duelle dans le signe de Gémeaux. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder par la suite. Mais parlons d'Uranus conjoint à Vénus. Donc je trouve ça aussi intéressant parce que on a énormément travaillé depuis 2018 Uranus dans le signe des taureaux et j'allais dire pour sortir de ce signe, même si on sait qu'il va y revenir, mais quand même pour partir, il fait la conjonction à Vénus en taureau et Vénus est la régente du taureau. Alors, comme toujours, vous pouvez le voir sur différents niveaux de lecture et c'est ce que j'aime vous proposer ici. Alors, c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme quelque part pour la partie taureau de notre thème, une forme de bilan où Uranus viendrait nous donner les dernières leçons, Vénus, en lien avec Vénus, donc en lien avec nos désirs, nos attachements, nos sentiments, nos sécurités affectives, en provoquant, comme il sait le faire, quelque chose d'inattendu, hein. Alors, quels sont souvent les clichés qu'on voit avec Uranus-Vénus? C'est le coup de foudre, c'est-à-dire que c'est la foudre de l'amour qui vous tombe dessus, c'est justement vous libérer de schémas relationnels qui étaient liés à la partie peut-être taureau de votre thème, ou si vous avez Vénus, de toute façon, est toujours lié, j'allais dire, dans la géométrie du zodiaque, son domicile céleste féminin c'est le taureau, donc il y a toujours un lien, si vous voulez, dans la géométrie avec Vénus, hein. Donc forcément, l'expression de nos désirs, de nos sentiments, de nos arts, la façon dont on a envie de tisser nos relations affectives, dont on se sécurise ou non, hein. Uranus, c'est une planète qui veut en effet l'autonomie, la libération. On le verra qu'elle peut être ambiguë, elle peut aussi avoir peur de cette liberté. Et Uranus en taureau avec Vénus, c'est aussi être ouvert à de nouvelles formes de vivre nos attachements. Alors, j'aime pas forcément le mot attachement, mais une nouvelle forme de vivre nos désirs et peut-être d'accepter beaucoup plus que le chaos, là où le taureau, vous savez, chercherait à se sécuriser dans une forme fixe, dans un couple qui aurait telle et telle forme et qui serait un peu conservateur dans le sens taureau, c'est-à-dire attaché à des principes liés à une sécurité qui se traduirait par un contrat assez clair. Uranus, il est venu énormément bouger et je pense qu'on l'a vu, hein. Beaucoup de personnes associent aussi ce terme de déconstruction, de déconstruire. Alors, Uranus, je ne sais pas si il déconstruit, mais en tout cas, il vient faire virevolter, il vient faire exploser tout ce qui finalement nous enfermait, tout ce qui, un petit peu comme la tour du tarot, vous savez, tout ce qui n'était pas basé sur des fondations saines, hein.
Et il y a aussi toujours cette notion de prise de risque. Donc, avec Uranus-Vénus, il y a peut-être aussi la notion de prise de risque, de s'ouvrir, j'allais dire, à recevoir, parce que le taureau est un signe de réception, hein, à recevoir, à pouvoir aussi voir différemment une situation. Forcément dans l'ombre, hein, Uranus-Vénus est toujours. Il y a cette idée que vous retrouvez chez un astrologue dont je crois que c'est Richard Levin, je ne me trompe pas, ou Rick Levin, qui est un astrologue américain, qui explique aussi beaucoup que les transits d'Uranus, ils viendraient, tout ce qui n'est pas quelque part fluide, vous savez, un peu comme des courants électriques, comme si on avait des fluides, hein, on pourrait associer aussi Uranus au système nerveux, il viendrait vraiment vous, comme faire un petit peu un- une décharge électrique, hein. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi regarder Uranus-Vénus comme des décharges électriques, on électrochoque un peu notre cœur, soit pour nous réveiller, soit nous faire prendre conscience d'une situation, soit pour nous dire, mais en fait, cette personne ou cette création, c'est vraiment important pour moi, et nous donner envie vraiment d'oser. Il y a quand même cette notion de prise de risque, parce que Uranus nous permet, surtout dans le signe du taureau, une forme de détachement par rapport à nos sécurités. Et comme il y a ce détachement, il y a vous voyez le mot en anglais, il y a oui, d'en avoir plus rien à faire, et d'arriver à se détacher d'une situation. Mais vous savez, alors le risque toujours, on le verra, notamment en Gémeaux, ce serait de ne pas se dissocier, mais il y a vraiment sortir d'une situation, prendre de la hauteur. Et du coup, il y a un côté où on se sent porté par quelque chose, porté par ce fluide, porté par cette liberté, porté par l'inconnu aussi, hein. Il y a un petit peu la promesse des lendemains qui chantent ou de quelque chose comme ça avec Uranus. Et juste après la conjonction qui a lieu le 4 juillet, on a Vénus qui rentre dans le signe du Gémeaux et quelque chose qui est très intéressant. Donc pour ceux peut-être qui suivent un petit peu plus l'actualité astrologique, vous savez que la particularité de 2025 et de 2026, c'est que presque toutes les planètes transpersonnelles et Saturne ont changé de signe et sont tous reliés par des sextiles et des trigones. Et là, on a Vénus qui est quand même le principe de l'harmonie, du beau, de l'idéal, qui lorsqu'elle rentre en Gémeaux, hein, donc Uranus va la suivre, donc ça c'est aussi intéressant, c'est Vénus qui ouvre la voie, pardon, la joie en Gémeaux. Et Vénus c'est aussi celle qui va chercher, hein, c'est la régente ésotérique du Gémeaux, elle va chercher à relier quand même les contraires par l'harmonie, par la beauté. Elle nous met aussi dans le signe du Gémeaux en quête de cette âme sœur, hein, un petit peu, vous savez, ce jumeau perdu. Ce qui est intéressant, c'est que la mythologie des Gémeaux est quand même très liée aux jumeaux divins et aux jumeaux humains. Donc je me demande toujours si finalement la quête de cet autre ou de cette âme sœur du Gémeaux n'est pas une partie de nous-mêmes qui nous relierait à notre divinité. Enfin, vous pouvez mettre le mot divin, vous pouvez mettre les parties plus subtiles de votre être ou le soi, quelque chose de plus intérieur, mais qui serait là où l'énergie du Gémeaux se disperserait, c'est qu'il serait complète, toujours en quête quelque part de cet autre qui nous complète à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc, lorsque Vénus rentre en Gémeaux, elle va être en sextile à Saturne, être en sextile à Neptune et en trigone à Pluton. Donc, elle va dialoguer avec énormément de force, hein. Le sextile à Saturne, il est assez intéressant parce que ça donne une maturité à Vénus en Gémeaux pour se dire il y a peut-être quelque chose justement à ne pas disperser dans ma quête de l'amour ou à vouloir comprendre les sentiments amoureux, mais essayer de maîtriser quelque chose. Neptune peut lui insuffler une forme de confiance, hein. Alors là, je suis très optimiste, vous voyez, dans toutes mes lectures. Et dans le trigone à Pluton, bah, l'amener à se transformer, à voir aussi l'ombre qu'on pourrait dire d'une Vénus en Gémeaux serait l'ombre de la Puella, de la jeune fille qui lui donne cette éternelle jeunesse et ce goût, vous savez, pour toujours être stimulée et pour se maintenir active et pour se maintenir frais et être ouvert. Mais des fois, peut-être se couper d'une forme d'introspection, se couper aussi d'accepter quelque part. euh, les moments justement où elle peut pas être en reliance, où elle peut pas être nourrie par l'autre et de se retrouver un petit peu face à elle-même. Alors, je dis pas que tout le monde qui a une Vénus en Gémeaux fuit dans les relations sociales ou fuit dans la quête d'information, hein. Vous savez, c'est pas seulement
qu'une fuite amoureuse, ça peut être aussi le besoin de comprendre l'expression vénusienne, donc, que ce soit l'amour, que ce soit comment je vais créer, et de toujours penser qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui vous donne une réponse, que ce soit un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, ou que ce soit une nouvelle personne, même un astrologue, un coach, un psy qui aurait une information pour vous qui vous manquerait. Hein. Donc là, je trouve qu'il y a des aspects où cette Vénus en Gémeaux, surtout qu'elle est quelque part dans l'orbe d'Uranus en Gémeaux, qui lui demande vraiment un petit peu euh, d'évoluer, hein, puisqu'on va le voir, le principe de Prométhée, c'est quand même nous libérer de quelque chose. Donc vous pouvez aussi commencer à appréhender tranquillement ce transit en regardant la partie Gémeaux de votre thème. Donc pour ça, vous pouvez le faire. Alors moi j'aime bien, mais bon, on va rentrer dans Uranus en Gémeaux, donc j'ai le droit de m'autoriser à faire ce que j'aime faire. Moi j'aime beaucoup soutenir l'ambivalence, soutenir le deux, soutenir deux systèmes. Je sais que ça semble complexifié, mais en astrologie, la plupart d'entre nous, on utilise notre thème d'un point de vue avec ce qu'on appelle le système Placidus. Hein. Donc là, le système Placidus peut vous donner le Gémeaux entre deux maisons. Hein. Ou vous pouvez aussi regarder votre thème en système de signe entier. C'est assez facile. C'est votre ascendant égale maison 1, c'est-à-dire si vous avez ascendant bélier, toute votre maison 1 sera en bélier, taureau, toute votre maison 1 sera en taureau, et vous faites ainsi de suite, une maison égale un signe. Hein. Donc, si vous êtes ascendant bélier, maison 1 égale bélier, maison 2 égale taureau, maison 3 égale gémeaux, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder aussi, d'ailleurs, je pense que c'est les seuls des fois, quand on me demande pourquoi je ne fais pas d'horoscope, les seuls horoscopes valides que je pourrais faire, ce serait comme ça. Ce serait placer votre thème en système de signes entiers, regarder votre ascendant et la zone du Gémeaux est quelque part dans la matrice du thème propre à chaque ascendant et regardez là le champ d'expérience qui est activé. Donc, j'essaierai peut-être de vous mettre dans la vidéo quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez avoir, même si je ne suis pas une fan des mots-clés, mais en tout cas les principaux champs d'expérience liés aux maisons. Mais vous avez Uranus qui va commencer à arriver. Et Uranus, généralement, c'est une planète qui aime bien arriver d'une manière inattendue, surprenante. Et en plus, dans le signe du Gémeaux, un peu, on pourrait dire, c'est le fripon divin. Certains disent que Uranus aussi est le fripon cosmique. Donc, d'une manière, en vous jouant des tours, en vous faisant des tours de passe-passe, forcément, quelle est l'ombre d'Uranus qui rentre dans le Gémeaux? C'est d'accélérer ou de vouloir comprendre mentalement les choses et de sentir, moi je pense qu'on va arriver, et j'espère ne pas contribuer à ça, avec mes vidéos, mais à une sorte de saturation mentale, vous savez, de trop d'informations, de plus savoir quelle est la vérité, de vraiment nous sentir perdus sur un flux mental très mercuriel. Vous savez, mercuriel, c'est on vous dit du tac au tac, c'est par là, non, c'est pas ci, et puis de pas forcément sentir qu'on arrive, grâce à ces informations, à toucher une forme de connaissance. Si on prend ce que disait Richard Tarnas, je vais vous laisser regarder la vidéo que j'ai fait avec Sophia où je parle d'Uranus, de ce qu'il peut apporter dans la société, au niveau sur la santé mentale, sur les technologies, sur le monde peut-être de l'édition, du livre, de l'écrit. Là, je prends le parti de me concentrer vraiment sur la dimension plus archétypale et symbolique. Comme ça, vous avez d'autres approches et puis je pense qu'il y a des gens qui vont très bien le faire aussi. Donc c'est pour vous donner toujours un autre éclairage et peut-être aller dans ce qu'on disait avec Sophia sur Uranus en Gémeaux, oser se spécifier aussi. Hein. Et donc, vous pouvez regarder les archétypes, si vous prenez Richard Tarnas, dans trois dimensions. Hein. Vous avez la dimension mythologique, donc c'est ce qu'il appelle l'archétype homérique. Donc là, vous associez quelque part Uranus à sa figure vivante, à la puissance divine. Donc là, on va aussi suivre le bémol, c'est-à-dire qu'on peut associer Uranus au ciel étoilé. Hein. Donc là, je trouve qu'il y a une dimension qui est valide dans l'association. En effet, tout le lien aussi à l'astrologie, à la compréhension des cieux, à quelque chose aussi qu'on retrouve dans la mythologie d'Uranus, qui est vraiment cette créativité débordante et très féconde. Donc, vous voyez ce côté très arborescent, mais aussi à la puissance prométhéenne, donc la puissance de la transgression, le besoin aussi quelque part de se libérer d'une soumission aux dieux, hein, à certains principes, de vouloir inverser les lois. Donc cette rébellion uranienne, ce côté irrévérencieux. Il y a
l'archétype au sens platonicien, donc vous savez, c'est monde de l'idée pure, cette pureté. Alors là, je pense que vraiment, ce qu'on va chercher au point de vue métaphysique dans Uranus, c'est vraiment la libération, comment notre conscience individuelle surgit et s'extrait. Et alors là, je laisserai plus la place aux philosophes qu'à moi, mais aussi tout le poids de cette responsabilité de la conscience, de la responsabilité de nos libertés et qu'est-ce qu'on fait de nos libertés. Euh, et vous avez aussi l'archétype d'un point de vue plus jungien, hein, donc là qui est plus au niveau de la dimension psychologique, que l'astrologie aide aussi à voir, qui serait là vraiment vouloir nous libérer des chaînes, nous libérer des contraintes. Et c'est vrai qu'Uranus en Gémeaux, pour beaucoup peut-être d'entre nous, surtout si on a des placements dans la croix mutable, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, peut aussi vouloir nous arracher, hein, les mémoires de chaque signe. Donc, quelles pourraient être les mémoires traumatiques du Gémeaux? Comme je vous le disais, je pense qu'il y a quand même cette quête de l'âme sœur, cette quête de quelque chose qui nous manque, aussi les mémoires de la dispersion, les mémoires du mental, c'est-à-dire le poids mercuriel de la société rationnelle et de penser aussi, vous savez, la manière très binaire de penser la société ou de penser les choses, c'est bien, c'est pas bien, c'est lui, c'est pas lui, il y a des bons, il y a des méchants, il y a un bon camp, il y a un mauvais camp. N'oublions pas, et c'est ce qu'on va voir, Uranus, il va vouloir nous demander d'aller chercher une connaissance. Alors, je vais vous montrer comment moi j'imagine dans mon monde imagé. Je me dis toujours, Uranus, c'est comme si vous avez la connaissance qui est le logos, qui pourrait être en effet le lieu des idées pures. Vous savez, si vous reprenez un petit peu même les pythagoriciens, cette idée des sphères célestes où il y a une harmonie et une géométrie parfaite, hein. Et l'idée d'Uranus, c'est que par moments, dans des fulgurances, dans des éclairs de conscience, on a la possibilité d'accéder, hein, c'est pour ça que Uranus est aussi beaucoup associé au génie, mais ils peuvent accéder à ces idées pures et les descendre et les verbaliser. Et je me demandais justement si Uranus en Gémeaux, c'était pas cette envie pour beaucoup d'entre nous, là où il y a du Gémeaux, donc du blabla, des réseaux sociaux, de l'information, on va avoir envie d'aller chercher quelle est la connaissance pure, quel est le logos, quelles sont ces grandes idées, ces grands principes organisateurs qui nous permettent ensuite de pouvoir communiquer, verbaliser quelque chose de plus pur. Et c'est pour ça que j'avais quand même un espoir que aussi même au niveau des réseaux sociaux ou de certaines qualités de contenu, beaucoup d'entre nous, on va vouloir aller chercher quand même quelque chose du feu de la conscience, du feu de l'esprit, quelque chose qui nous donnerait une autonomie de la pensée et qui nous ferait sortir d'un ping-pong informationnel où, quelque part, c'est comme si Mercure, qui régit le Gémeaux, le messager des dieux, rencontre une figure prométhéenne qui lui dit, il est temps que ton information soit éclairée de la conscience et vienne vraiment libérer les personnes plutôt que les enchaîner ou les manipuler. Ça, c'est la lumière. Forcément, l'ombre, c'est l'excès inverse de tout ce que je vous dis. Donc, au contraire, des figures prométhéennes très intelligentes, euh, j'aime pas forcément, vous savez faire de l'astrologie mondiale, mais si vous regardez les thèmes de gens au pouvoir actuellement aux États-Unis ou de personnes responsables dans les années 30 du fascisme, il a Uranus à l'ascendant, ils ont des Uranus très forts. Donc il faut faire attention de ne pas romanticiser Uranus en termes, oui, c'est les révolutionnaires qui viennent nous libérer et de voir vraiment que ce monde, vous savez, très humanitaire, et on va enfin faire régner la table ronde. Non, les figures uraniennes peuvent être aussi au nom d'une technique, au nom d'une vision, peuvent aussi faire des choses très froides, hein, et du coup vouloir avoir un idéal de ce que devrait être l'humanité qui peut avoir des conséquences aussi très graves, hein. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Du coup, Uranus en Gémeaux, il y a aussi comment on va aller chercher, je sais que ça peut paraître très abstrait, mais bon, je suis l'énergie des planètes, hein, mais aller vraiment chercher aussi quelque chose qui va nous éveiller à un intellect supérieur et qui va vraiment faire confiance aussi
dans nos intuitions, dans comment on a envie de nous relier quelque part à une intelligence plus grande. Alors, certains pourront penser aussi Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, il y a tous les questionnements aussi de l'intelligence artificielle, forcément, hein, mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne me sens pas forcément d'en parler, mais en tout cas, il y a cette quête, je pense, d'autre chose, d'une autre information, avec la promesse de nous libérer, et toujours aussi, hein, euh, l'ombre de ça, c'est une forme de souffrance. Vous savez, c'est la souffrance que disait euh, Jung, quelque part aussi, que plus on va aller vers une forme de conscience, plus on se quelque part, plus on s'émancipe aussi, plus on éveille la conscience humaine, plus quelque part aussi, on pourrait dire que Prométhée, en nous donnant ce feu de l'esprit, en nous rendant compte qu'on a un potentiel créateur infini, nous donne une grande responsabilité, nous libère aussi d'une forme d'innocence, hein, plus instinctive ou quelque chose vous savez, c'est le côté inconscient qui nous protège, hein, et va nous faire mettre face à une souffrance, moi j'appellerais ça une souffrance ontologique, pour reprendre mes profs jungiens, dans le sens, c'est une souffrance propre à notre condition humaine, de qu'est-ce qui se passe que lorsqu'on s'est éveillé et éclairé, ce sentiment de solitude, mais aussi d'extrême lucidité par rapport à ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on fait de ça? D'où je pense aussi que j'ai relié Uranus à la santé mentale et peut-être aussi à de plus en plus de problématiques, mais qui pourraient peut-être venir de qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on voit, hein. Et c'est vrai que c'est ce que semblait suggérer Jung, et ça j'ai repris le livre de Lise Green sur Uranus que je vous conseille, qui est très beau, L'art de voler le feu. Euh, Parce que c'est l'idée que le feu de la conscience, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est éveillé à quelque chose, où on a eu accès à ces principes, hein, moi je verrai ça dans la géométrie du ciel qui me traverse, et puis je vous mettrai le lien de l'ami qui me prête son appartement à Paris, qui fait des choses magnifiques avec cette géométrie pour que vous puissiez, vous le voyez derrière moi. On ne peut pas le garder pour soi, hein. Et c'est là où on voit que Uranus, même si des fois a été taxé de planète individualiste, pour ne pas souffrir justement de cet éveil de conscience, on est obligé d'en faire une œuvre d'art, on est obligé dans le verbe du Gémeaux, dans le verbe du Gémeaux, pardon, je voulais dire dans le signe du Gémeaux, mais c'était d'en faire verbe, d'en faire message, de transmettre, de partager, mais de partager à la manière Gémeaux, vous savez, dans une horizontalité quand même, c'est-à-dire, je pense que ce sera tout le processus, comment dans nos terres intérieures, quelque part, on a des éclairs, des révélations, des intuitions, des fulgurances, mais aussi dans cette horizontalité du Gémeaux, avec une légèreté, sans aussi se prendre trop au sérieux, hein. Parce que bien sûr, l'ombre d'Uranus en Gémeaux, et je pense qu'on pourra le voir, ce sera aussi des figures qui pensent avoir eu peut-être des révélations et qui vont aussi nous expliquer comment vivre nos vies ou penser nos mentales. Et bien sûr, toujours, hein, on est quand même dans un signe d'air, on a Pluton en signe d'air, donc le feu et l'air est très présent. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une incursion d'Uranus en Gémeaux, puis il revient en Taureau. Je pense que pour contrebalancer ça, on va aussi avoir besoin de revenir à la Terre, hein, même si on dit souvent que le signe du Gémeaux fuit le Taureau, donc fuit justement le côté un peu trop terrestre, mais sinon, en effet, on pourrait vraiment aller que dans les hautes sphères et ne vivre que dans les hautes sphères. Et c'est vrai qu'on a l'impression que des fois que notre société nous y emmène, et je pense que forcément, il faudra toujours contrebalancer les choses. Donc voilà un petit peu pour ces clés symboliques. Donc on verra forcément au cours, j'allais dire, de ce qui se déploie, comment Uranus va agir. Et je vous propose aussi, pendant l'été, je suis en France, je rentre au Guatemala que pour les éclipses, hein, comme peut-être, je vous le dis pas à chaque fois parce que je sais pas forcément le lieu où je partage des choses, mais moi je choisis toujours bien mes dates de billets d'avion sans m'en rendre compte. Vraiment à des moments clés astrologiques, c'est sympathique. Au moins je contrecarre les peurs. Il m'est venu ce matin, donc je vous le propose. Je vais faire un tarif unique pour les séances de cet été, 1 heure et demie pour 90 € et vous pouvez vraiment tout regarder, c'est-à-dire soit les archétypes féminins, les synastries, les séances plus sur l'approfondissement des nœuds karmiques. Voilà, j'avais envie de faire ça.
Ce que je vous suggère, c'est soit de regarder mon agenda en ligne ou plutôt l'été. Ce qui est mieux, comme c'est un moment plus flexible, c'est de me contacter directement, surtout que je suis sur les mêmes zones horaires, donc généralement, je ne me trompe pas. Mon agenda en ligne me sert surtout à ne pas me tromper dans le décalage horaire. Et je reste disponible et je reviendrai, je continuerai les vidéos dans les moments importants cet été, notamment dans aussi la prochaine rétrogradation de Mercure. Et je vous souhaite à tous un beau mois de juillet, enfin un beau début de juillet, puisqu'on se reverra sans doute.